J'ai vu sur les réseaux sociaux, alors les pros et les anti Dupont-Aignan se sont déchaînés. Ça vous a pas empêché de dormir? Pas du tout. Bon, alors on va regarder deux des phrases que vous avez prononcées justement samedi soir dans l'émission. D'abord, vous proposez d'installer dans les beaux quartiers, soi-disant des chroniqueurs, des camps de migrants, notamment au Jardin du Luxembourg. C'est pas un peu démago de dire ça? Non, parce que j'en ai assez des leçons que j'ai subies sur ce fameux plateau télévision, de personnes qui se croient généreuses, mais qui sont généreuses avec l'argent des Français pour installer les migrants là où nos concitoyens ont déjà d'énormes difficultés. D'ailleurs, des concitoyens souvent issus de l'immigration, et qui sont les premiers à dire « ça suffit ». Et j'ai voulu dire à ces personnes, ces chroniqueurs mondains, que s'ils avaient ce qu'on a en banlieue, le long des bretelles d'autoroute, les demandes de logement au détriment des personnes qui travaillent dans notre pays, s'ils avaient ça dans leur beau quartier, au bout de 15 jours, ils demanderaient au gouvernement d'agir et de changer de politique migratoire. Donc j'en ai assez des leçons de ce petit parisianisme, et je pense qu'à un moment, il faut quand même dire les choses, ça suffit. Mais Nicolas Dupont-Aignan, du coup, je ne vous ai pas entendu applaudir lorsque Anne Hidalgo a voulu implanter un camp de migrants dans le 16e arrondissement de Paris. Mais moi, je suis contre les... Vous n'avez pas compris ce que j'ai voulu dire. Si j'ai dit ça, c'est parce que je veux que ces chroniqueurs mondains et cette petite élite parisienne comprennent qu'il faut arrêter l'immigration massive. Vous voulez des camps de migrants nulle part? Exactement. Parce que c'est tellement facile de réduire les APL, l'aide au logement, pour ceux qui travaillent. Emmanuel Macron a supprimé 150 000 emplois d'insertion pour les personnes handicapées, pour ceux qui aident dans les écoles. 150 000 emplois d'insertion, c'est-à-dire des gens qui voulaient travailler, qui quittaient le RSA et qui bénéficiaient d'emplois d'insertion. On appelle les emplois aidés. Oui, ces emplois ont été supprimés par Emmanuel Macron. Qui débouchent rarement sur un emploi. En attendant, les personnes qui occupaient ces emplois et qui travaillaient reviennent dans l'assistanat. Et donc, je trouve ça vraiment mauvais. Ça veut dire qu'on fait des économies sur les pensions de retraite. La CSG a été augmentée, les retraités sont matraqués. On fait des économies sur les aides au logement, sur les emplois d'insertion pour aider les plus modestes de la société française à s'en sortir. Et cet argent, j'ai regardé où il allait. Il augmente considérablement pour l'accueil des migrants. Eh bien, je dis que la société française est en crise et qu'il faut à un moment arrêter ces flux migratoires excessifs. Alors justement, excessif. on va parler de J'ai été assassiné sur le plateau par des gens qui vivent en dehors des réalités. Deuxième citation justement de votre émission samedi soir. Hein. Notre pays est colonisé, dites-vous. Alors, économiquement, religieusement et migratoirement par les migrants qui arrivent sur notre sol. Vous maintenez, vous confirmez? Je maintiens complètement. J'ai voulu expliquer à ces chers interlocuteurs que les Français n'avaient plus le droit de disposer d'eux-mêmes. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes vaut pour tous les peuples de la terre, et je m'en réjouis. Mais le droit du peuple français à disposer de lui-même. Et j'ai parlé d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que j'ai parlé d'une colonisation économique des Américains, des Chinois. On va en parler, la Chine évidemment. rachète des terres agricoles en grande largeur quand on a un déficit commercial aussi important. J'ai parlé de la colonisation politique à Bruxelles, c'est-à-dire le fait que nos lois sont décidées par l'Union européenne et des commissaires non élus. Mais j'ai parlé, j'ai parlé de colonisation culturelle liée aux migrations, notamment à la progression du salafisme dans nos banlieues, c'est cette centaine de mosquées salafistes. Et là aussi, quand on dit ça, c'est la réalité. Mais alors, la réalité, ils ne veulent pas l'entendre. Regardez ce que vous répond le défenseur des droits Jacques Toubon hier. Hein. L'idée de submersion est fausse. Le solde migratoire en France est nul sur la période des 30 dernières années. Est-ce que Jacques Toubon est un menteur? Complètement faux, oui. Je pense que Jacques Toubon devrait prendre sa retraite. Il a perdu le fil. Très sincèrement, il suffit de regarder que chaque année, les arrivées légales, ce sont des chiffres de l'INSEE, il suffit de regarder. 260 000 personnes légales par an arrivent, la ville de Bordeaux. Alors c'est ce que vous avez tweeté d'ailleurs il y a quelques jours. Les départs, parce qu'il y a des arrivées, il y a des départs. Il y a 100 000 qui partent. Oui, c'est ça, il y a quand même 100 000 ça fait 177 000. Voilà. Il y a beaucoup d'étudiants qui repartent après leurs études. Ils font partie des 100 000. Il y a 177 000 arrivées chaque année, en 10 ans, légaux. C'est 1 700 000. Alors pourquoi est-ce que Jacques Toubon dit que c'est le solde est nul? Je ne sais pas, parce qu'il a perdu la tête, je pense. J'ajoute les clandestins. Les demandeurs d'asile, vous savez qu'aujourd'hui, ça tout le monde le sait, c'est écrit, 80% des demandes d'asile refusées ne sont pas expulsées de France. Cela veut dire qu'il y a un vrai problème. Est-ce qu'un jour des gens raisonnables vont pouvoir dire, on se met autour de la table,
ce que j'ai proposé, un référendum. On prend des mesures justes, sans excès, pour traiter un problème. J'ai regardé votre tweet, du coup, j'ai regardé les chiffres de l'OCDE. L'OCDE qui dit que l'immigration en France, c'est entre 0,3 et 0,5% de la population chaque année, contre 0,7 dans l'OCDE. Donc on serait 2 fois moins que dans l'OCDE. Parce que ce que ne comprennent pas ni Jacques Toubon ni l'OCDE, c'est qu'ils agrègent les chiffres des Français qui s'expatrient. Si vous prenez les chiffres avec les Français qui s'expatrient, et il y en a de plus en plus, près de 100 000, le solde naturel est de 65 000, ce qui paraît négligeable. Mais en vérité, arrivent énormément de personnes de l'étranger et beaucoup de Français s'expatrient. Ce qui fait que vous avez aujourd'hui la croissance de la population française est liée principalement, majoritairement aux migrations. Encore une fois, je ne suis pas hostile à toute immigration. Je pense et je propose dans mon référendum qu'il y ait des quotas par nationalité, comme en Australie, comme au Canada. Je propose que les demandes d'asile qui sont refusées soient expulsés. Je propose que les délinquants étrangers, comme dans la plupart des pays du monde, soient expulsés après leur peine de prison. Et je propose enfin, et j'en ai fini, que les aides sociales, comme d'ailleurs l'a fait Mme Merkel, que les aides sociales soient supprimées tant que la personne ne travaille pas un certain nombre d'années. Donc je veux dire, je propose des choses de bon sens qui existent dans la plupart des pays du monde. Et ici, si on dit ça, on est accusé de fascisme. Ça suffit, moi je ne me serais plus culpabilisé. Alors, hier, il y a eu ce mini-sommet informel européen. C'est un échec, on est d'accord. Ça va se recommencer vendredi, puisqu'ils doivent se réunir cette fois-ci à 27. Ça s'augure assez mal. Alors, la France, elle accuse des pays comme la Pologne ou la Hongrie de ne pas respecter leurs engagements et de ne pas accueillir de migrants. L'Italie nous traite d'hypocrites. Là, quand vous avez regardé le sommet hier, vous donnez raison à la France ou à l'Italie ? Oh, je donne raison à personne. En fait, nous avons des chefs d'État immatures. Le président de la République, d'ailleurs, français, Emmanuel Macron est immature ? Totalement immature, fait de la politique de bas de gamme, devient vraiment quelqu'un qui nuit aux intérêts de la France. La manière dont il a insulté l'Italie... C'est très sévère ce que vous dites. Oui, mais la manière dont il a insulté l'Italie est en train de fâcher la France avec tous les pays d'Europe. C'est assez étrange. On va s'apercevoir de son inexpérience, malheureusement pour le pays, parce qu'en vérité, Emmanuel Macron s'attache à défendre un système qui est mort, que l'Allemagne d'ailleurs vient de condamner. Ce qui est très intéressant dans ce qui se passe, au-delà des polémiques, c'est que c'est la fin de Schengen. Ça y est, c'est fini. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron n'est pas capable, intellectuellement, ou du moins en apparence, il le sait au fond j'imagine, d'acter devant les Français que le système Schengen est fini. Les frontières nationales vont être établies en Europe. Et c'est tant mieux. Vous seriez président. Ah bah, deux choses très simples. Qu'est-ce que vous proposeriez jeudi et vendredi au sommet européen ? Rétablissement des frontières nationales. C'est ce qui va se faire d'ailleurs. C'est ce que va faire l'Allemagne, puisque Mme Merkel est prise en otage par le Premier ministre de l'Intérieur bavarois. Donc rétablissement des frontières nationales, c'est la fin de Schengen. C'est acté, c'est comme la chute du mur de Berlin. Donc chacun se protège, chacun fait ses frontières. Mais qu'est-ce qu'on fait du coup des bateaux ? Regardez, il y a 1 millier de migrants. Eh bien, je vais vous... en mer, en Méditerranée aujourd'hui, alors où avec des situations d'ailleurs humainement horribles. Qu'est-ce qu'on fait de ces migrants si tout le monde ferme ses frontières ? Frontières nationales fermées. C'est ce qui va se passer. Vous allez voir, le système Schengen est fini. C'est un jour historique. Ça sera un jour historique le week-end prochain. Parallèlement, à partir du moment où les frontières nationales sont fermées, il faut accompagner, raccompagner les pays de premier rang, c'est-à-dire la Grèce, l'Italie, et les aider. Et être d'accord avec eux, de plus en plus. Et l'Espagne, à renvoyer les migrants qui ne bénéficient pas du droit d'asile, parce que je suis attaché au droit d'asile. Mais qui va accueillir les milliers de migrants qui sont sur les bateaux ? Il va falloir, comme fait l'Australie, comme font tous les pays du monde, il va falloir raccompagner ces migrants, en prenant soin d'eux bien évidemment, dans les pays de départ. Mais qu'est-ce qui les accueille avant de les raccompagner ? Mais ils ne doivent pas être accueillis. Mais quand est-ce qu'on va comprendre ? Donc on les laisse en mer ? Mais on ne les laisse pas en mer, on les rapatrie en Libye, en Tunisie. Donc on affrète des bateaux, on les rapatrie ? Mais on le fait déjà. Mais s'ils sont des réfugiés politiques et qu'ils risquent leur vie ? Eh bien, il faut créer dans ces pays tiers, comme le propose l'Autriche... Mais là, aujourd'hui, le millier de gens, là... On les rapatrie immédiatement en Libye, avec un accord avec la Libye. Et c'est possible. Il faut mettre fin à l'action des ONG, c'est-à-dire qu'on doit sauver les malheureux, parce que c'est abominable ce qui se passe, et on doit créer des centres d'accueil supervisés par l'ONU, comme on l'a fait au moment des Boat People, ça a été fait au moment des Boat People, où là on examine les demandes d'asile. Et les demandes d'asile, Convention de Genève, victimes de torture, etc., bien évidemment qu'on doit les accueillir. Donc vous affrétez des bateaux européens ou français ou italiens et vous ramenez les migrants. Je vais plus loin. On a des armées importantes, avec des militaires courageux. On combat au Sahel. Et on n'est pas capable de détruire 200 passeurs
200 passeurs, des criminels de guerre, des crimes contre l'humanité qui mettent sur des radeaux des pauvres malheureux. Mais qui va le faire? Les soldats français? Mais bien évidemment. Vous envoyez des soldats français avec l'accord avec la Libye. Le chef d'État libyen a des accords. Emmanuel Macron, d'ailleurs, avait réuni les factions libyennes. Tant qu'on n'aura pas traité la question libyenne, on ne pourra pas traiter la question des migrants. Mais je remarque que le ministre italien de l'Intérieur le fait. En vérité, on a enfin la chance d'avoir un ministre italien de l'Intérieur, M. Salvini, qui prend à bras-le-corps le problème. Et au lieu de l'attaquer... Vous préférez Salvini à Macron? Ah, de loin. Parce que M. Macron est un hypocrite sur cette affaire. Qu'est-ce que veut M. Macron? Il veut que les bateaux arrivent en France? Parce que c'est ça qu'il est en train de tricoter. Pour l'instant, il dit non. Mais il les envoie en Espagne. Mais il critique l'Italie qui essaye de trouver des solutions. Plutôt que d'accabler l'Italie, Emmanuel Macron devrait dire à l'Italie, oui, on ferme nos frontières nationales, parce que l'Allemagne le veut. De toute façon, l'Allemagne va le faire. Et puis, ensuite, on travaille ensemble avec une politique européenne à aider l'Italie à refouler les migrants vers les pays de départ. C'est la seule solution. Enfin, dernier point, tant qu'on n'abordera pas la question du développement économique de l'Afrique, tant qu'on ne changera pas les règles du libre-échange en Afrique, tant qu'on ne fixera pas les agriculteurs africains sur leurs terres, on aura tous ces malheurs. Et donc moi, je ne suis pas là pour, comment vous dire, je ne suis pas là pour dire c'est la faute des migrants. Je suis là pour qu'un jour, on se dise qu'est-ce qu'on fait pour fixer les migrants sur leurs terres? Parce qu'ils ne viennent pas par la volonté, ils n'ont pas envie de quitter leurs terres, ils veulent vivre chez eux. Et on ne les aide pas à vivre chez eux. Alors on a parlé de la crise migratoire, on va parler maintenant de la crise commerciale. Vous préférez Salvini à Macron, vous nous l'avez dit. Est-ce que vous préférez Trump à Macron? Je ne préfère pas Trump comme Français. Mais si j'étais américain, je serais content que M. Trump lutte contre les importations chinoises et le dumping économique de la Chine. Et européenne, puisqu'il veut taxer à 20% les voitures européennes. Oui, il veut taxer les voitures allemandes parce qu'il y a un déficit excessif vis-à-vis de l'Allemagne. Il a raison. Il a raison pour les intérêts américains, mais pas pour les intérêts français. Et donc il ne faut pas répliquer? Mais bien sûr qu'il faut répliquer. Je vous dis une chose, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On a un président américain qui prend acte d'un déficit commercial considérable américain. J'aurais aimé que le président français défende les intérêts français. Et j'aurais aimé à ce moment-là. Et donc vous mettriez des droits de douane, mais de la même manière que Donald Trump en met? Immédiat. Quand on a uniquement, attention, il ne faut pas mettre des droits de douane partout, sinon ce serait la guerre commerciale. Il faut mettre des droits de douane uniquement quand il y a concurrence déloyale. Je prends un exemple, les panneaux solaires chinois qui cassent le marché, qui sont vendus à des prix dérisoires, qui ne couvrent même pas les coûts de fabrication. L'Europe aurait dû se protéger pour maintenir une industrie des panneaux solaires européenne. Donc encore une fois, je ne dis pas que Trump a raison pour les intérêts européens, je veux qu'on défende et qu'on lutte. Mais je dis qu'à un moment, on ne peut pas se laisser coloniser économiquement par la Chine qui triche avec toutes les règles du jeu. Toutes les règles du jeu. Nous avons un déficit de milliards d'euros avec la Chine et je dis que le rôle d'un président de la République, c'est de défendre la relocalisation des activités. Et je remarque que le taux de chômage aux États-Unis a encore baissé, alors que le taux de chômage chez nous baisse très difficilement. Nicolas Dupont-Aignan, vous n'avez pas peur que si tout le monde fait ça, si tout le monde met des droits commerciaux pour défendre son industrie, la croissance mondiale recule? On marque le pas. Vous avez vu, on n'est plus qu'à 1,7 contre 2,2. Vous auriez raison. 2,2. Oui. Christophe Jacobizine, vous auriez raison, bien évidemment, si on en mettait partout n'importe comment. Ce que je demande, c'est quand la Chine triche avec les règles du jeu, c'est-à-dire quand elle subventionne son industrie, et c'est prouvé, quand elle copie, elle fait de la copie ouverte, je dis, et quand on a un déficit considérable, on a intérêt à se protéger. Vous voyez bien que tout est une question d'équilibre et de mesure. Je ne suis pas pour un protectionnisme gigantesque, je suis pour un protectionnisme ciblé, comme font d'ailleurs la Corée, le Vietnam, le Japon, tous les pays qui réussissent dans la mondialisation ont su à un moment se défendre selon les moments et les produits. C'est tout ce que je demande. Alors, on continue sur l'économie. C'est du bon sens, tellement. On continue sur l'économie avec cette proposition de certains, les Républicains, Guillaume Pelletier et Valérie Pécresse, qui proposent d'augmenter le SMIC de 20%. Vous êtes d'accord avec eux? Ce sont eux qui l'avaient baissé quand ils étaient au pouvoir. Et je me réjouis, bientôt je vais offrir une carte de Debout la France à Guillaume Pelletier. Parce que Guillaume et à Valérie Pécresse aussi? Non. Pas avec Valérie Pécresse. Mais Guillaume Pelletier copie tout ce que je propose. Mais attention, si on veut augmenter le SMIC, et moi je pense qu'il faut augmenter les bas salaires. Ça fait peur aux PME, aux patrons, les artisans? Attendez, à une condition. Parce que si on augmente le bas salaire sans baisser les charges, on va tuer nos PME.
Et je trouve que les Républicains sont un peu démagogiques. C'est ce que dit Valérie Pécresse. Elle dit hausse du SMIC de 20% en baissant les charges. Oui, mais pourquoi elle ne l'a pas fait quand elle était ministre du Budget? Elle a augmenté les charges, c'est curieux. Moi, j'ai toujours eu la même politique. Il faut baisser les charges, et j'avais proposé à la présidentielle, mais uniquement sur les entreprises qui investissent en France. Ce qu'a fait Donald Trump aux États-Unis, où il a supprimé l'impôt il a dégrévé l'investissement dans les PME américaines s'ils investissaient sur le territoire américain. J'ai proposé ça à la présidentielle et à l'époque, Mme Pécresse se moquait de moi. Comme quoi, je suis content que les idées progressent. Alors, vous allez donner la carte Debout la France à Guillaume Pelletier. Est-ce que vous la donneriez à Marine Le Pen, dont vous avez été l'allié entre les deux tours de la présidentielle? Vous deviez être son Premier ministre si elle avait été élue présidente. Vous êtes revu depuis? Mais bien sûr, mais vous savez, moi je Combien vois de tout fois le monde. J'en sais rien. Vous voyez régulièrement donc? Je la croise à l'Assemblée nationale et j'ai eu des entretiens avec elle, comme j'ai des entretiens avec des personnalités républicaines et parfois avec des personnalités de gauche. Je vois tout le monde. Parce qu'on est en démocratie et il est normal d'échanger nos points de vue. Et je lui ai dit ce que je pensais sur différents dossiers. Et vous ferez alliance avec elle aux européennes? Mais j'ai dit que pour faire alliance, il fallait s'entendre sur un projet. Moi, je travaille avec les amoureux de la France, c'est-à-dire Debout la France, le CNI, le Parti chrétien-démocrate, d'autres partis, sur un projet européen. On l'aura fini au fin août. J'ai dit à Mme Le Pen, et à Marine Le Pen, je lui ai dit, travaille de ton côté sur ton projet, car ce n'est pas clair. J'ai dit à Laurent Wauquiez, travaillez sur votre projet républicain, et moi, vous savez ce que je pense. Je pense que ni Marine Le Pen, ni Laurent Wauquiez, ni moi-même, nous gagnerons seuls. Et face à Macron et Mélenchon, j'ai toujours dit qu'il fallait une vaste alliance. Mais pas aux européennes. Ce n'est pas la question des européennes. D'abord sur un projet. Vous allez compter vos forces européennes et ensuite vous ferez une alliance. On verra. D'abord, quel projet? Attendez, si je peux finir. Quel projet? On ne fait pas des alliances pour des alliances, on fait des alliances sur un projet. Ensuite, je souhaite que cette alliance soit la plus large possible. Pas un seul tête-à-tête avec le Front National, car ça n'a pas suffi, vous l'avez vu au second tour. Et je pense qu'il y a beaucoup chez les Républicains d'orphelins de la nation qui en ont assez des ambiguïtés des Républicains. Et puis enfin, on verra selon le mode de scrutin ce qui est le plus facile aux européennes. Je n'en sais rien aujourd'hui, on verra à la fin août. Vous préférez Marine Le Pen, Marion Maréchal ou Laurent Wauquiez? Mais je n'ai pas à préférer, je n'ai pas à me positionner par rapport à eux. Debout la France progresse tous les jours, on a toujours plus de ralliements. J'ai eu Bernard Monod, député européen du Front National, Nicolas Dhuicq, ancien député républicain. Beaucoup de gens voient que notre démarche est solide, qu'on travaille. Voilà. Moi, je ne souhaite pas fusionner les partis, je ne souhaite pas les absorber, je souhaite qu'on travaille en coalition. Une coalition, c'est quoi? On se respecte, on additionne nos différences, on s'entend sur un programme commun. C'est tellement du bon sens, là aussi. Et il y a urgence parce que notre électorat, nos électorats, les électeurs de droite, commencent à en avoir assez des divisions. Alors, il y a eu aussi des images qui ont fait beaucoup parler les Français, les internautes. Ce sont les images de la fête de la musique à l'Élysée. D'abord avec, on l'a vu, hein, un chanteur qui dit Smile, qui avait un t-shirt fils d'immigrés noirs et pédés. Cette photo aussi avec les danseurs qui sont produits sur le perron de l'Élysée. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont choqué dans tout ça ou pas du tout? Mais si vous voulez, ce qui me choque, c'est pas ça. C'est que le président de la République fasse du showbiz. Vous savez, il y a des migrants qui se noient en Méditerranée en ce moment. Il y a des ouvriers qui sont délocalisés. Le président de la République est en train de s'attaquer aux pensions de réversion des veuves et aux aides sociales. Et il fait du showbiz à l'Élysée. Vous savez, je pense qu'Emmanuel Macron est en train de disjoncter. Un peu comme certains prédécesseurs. De disjoncter? Oui, de disjoncter. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une sorte de soif du pouvoir et je pense qu'on ne lui dit plus la vérité. Et si j'avais un conseil à donner à Emmanuel Macron, ça serait de ne pas écouter la cour du roi Soleil, et ça serait parce que c'est un homme intelligent, j'en doute pas, et ça serait de repartir sur le terrain et d'écouter les Français, parce que cette photo en soi, il prend les photos qu'il veut, mais quand on supprime les aides sociales et qu'on veut s'attaquer aux pensions de réversion de 4 millions de veuves, je trouve que c'est indécent, franchement indécent. Ça n'a pas encore été décidé, mais ça fait partie c'est en cours de préparation. Des discussions pour la réforme des retraites de l'an prochain. Vous savez ce qui me choque? C'est cette arrogance quand il dit un pognon de dingue. C'est curieux, le pognon de dingue, il l'a donné à ces 3000 personnes les plus riches de France. Et quand les Français sont pauvres, il veut leur arracher ce qu'il leur reste. Moi, je pense que c'est dangereux. Je pense qu'on doit réformer les aides sociales. Il faut arrêter l'assistanat, parfois. Mais attention à ce décalage entre le showbiz et la réalité de ce que vivent nos concitoyens. Merci beaucoup, Nicolas Dupont-Aignan, d'avoir été avec nous ce matin.